Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Malou Monroe, bienvenue. Vous êtes sur Pédagogie, le podcast qui invite des invités qui font évoluer la sexualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Clémity Jane, que vous connaissez d'ailleurs peut-être. Salut Clémity. Bonjour. Clémence, pour les intimes. C'est ça. T'as décidé du coup d'être influenceuse et de travailler sur différents formats, donc YouTube, Instagram, et de libérer un peu la parole et de donner accès à la sexualité, à la pédagogie aussi sur la sexualité, aider les personnes du coup à se chercher, à se découvrir. Tu donnes des tips, tu donnes des conseils, tu es quand même assez proche de ta communauté aussi. C'est ça. Et tu as quand même une spécialisation sur les sextoys. Exactement, c'est mon domaine de prédilection, les jouets. J'ai commencé là-dessus, sur YouTube, en 2015. Donc, je suis une ancêtre, déjà, à l'échelle d'Internet. C'est très, très vieux. Tu fais partie des premières youtubeuses, en fait. Ouais, bah non, il y en avait déjà plein avant moi. Mais sur ce thème-là Sur ce thème-là, il n'y en avait pas en France. Et sur la sexualité en général, il y en avait très peu. Il y avait Léa Chou qui faisait ça à l'époque, et c'était à peu près tout. Il n'y avait personne, il n'y avait pas les comptes Insta qu'on a actuellement sur la sexualité. Donc voilà, moi, mon but, c'était un peu de casser les tabous, d'en parler simplement, de façon fun, mais en même temps en disant des choses assez sérieuses, tu vois, parlant des vrais termes, en apportant aussi un peu des connaissances scientifiques, tout ça. Je faisais un mix de tout ça et c'était en fait le contenu qui moi me manquait à l'époque. Oui, donc de ça mon t'est point venu de vue. de là, en fait, c'est que tu sentais qu'il n'y avait pas assez de support pédagogique qui pouvait répondre du coup à tes questionnements, parce que tu devais en avoir beaucoup. En fait, mes amis à moi, quand j'étais plus jeune, me demandaient des conseils sur la sexualité et tout. Il y avait des trucs, des termes qu'on comprenait pas. Et moi, j'avais une maman qui était très, très ouverte à ça et qui répondait très naturellement à mes questions sur la sexualité, sur le corps qui change, les règles, enfin tout ce qui est vie intime. Et moi, je répétais les réponses de ma mère à mes copines. Mes copines n'avaient personne pour répondre à leurs questions. Oui, c'est pas toujours facile d'avoir une maman qui est ouverte là-dessus. Voilà. Quoi. Et du coup, je me suis dit, en fait, bon, c'est pas tout le monde qui a quelqu'un dans sa famille, une tante cool, une grande sœur, ou quelqu'un qui est suffisamment proche, mais en même temps un peu extérieur et plus expérimenté pour leur répondre. Ouais. Du coup, pourquoi pas faire ça sur Internet ? Tu peux regarder ça sur ton smartphone, sur ton ordi, tranquille chez toi. C'est discret, ça t'engage à rien. Et du coup, tu t'exposes pas aussi aux critiques des gens parce que dès que tu te mets à parler de sexualité dans la vraie vie, t'as les copines qui vont te dire « Ah, mais toi, t'es obsédée, toi, t'es une info. » Oui, il y a cette image-là, surtout quand t'es une femme. Bah oui. Et le fait du coup que tu t'exposes et que tu sois un peu en lumière en parlant de sexualité, ta famille, elle a totalement accepté. Il n'y a pas eu... de blocage et tout en fait, déjà ma famille proche, au contraire, ils étaient vachement encourageants avec moi parce que c'était un projet perso à moi, c'était de l'expression, de la création aussi, même si c'est digital et tout. Donc oui, digital et créativité, voilà. ça va de pair, ouais, c'est ça. Et du coup, ma mère était à fond derrière moi. Trop bien. Elle comprenait totalement et elle trouvait que c'était un super projet. Après, les autres membres de la famille, c'était quand je leur expliquais vraiment ce que je faisais et comment je le tournais, le fait que je parle de façon un peu grand public, parce que je parle comme je parle à mes copines, comme je pourrais parler à n'importe qui, comme on parle maintenant. Tu n'utilises pas des mots un petit peu mignons, quoi. Je peux employer des mots, juste les vrais mots, en fait. Voilà, je préfère dire pénis, vagin plutôt que la zigounette. Chatte, voilà. Même zigounette. Oui, ou zizi, pipou. Maintenant, on est obligé avec les réseaux sociaux parce qu'il y a la censure et tout. On doit employer des termes un peu détournés. Et ça me fait chier parce que c'est trop dommage de plus pouvoir dire les vrais mots. Mais t'as eu des problèmes avec les réseaux par rapport à ça ? Oui, en fait c'est du shadow ban, donc c'est quelque chose qui est pas officiel. On va pas te dire ta publication t'as dit ça, donc on l'enlève, on la supprime. Non, ils la laissent, mais c'est juste que c'est montré à beaucoup moins de monde que ça ne le pourrait avec un autre contenu. Donc en fait, ils modifient un peu l'algo pour toi. Oui, c'est ça. C'est que tu vas être moins visible dans l'algorithme et tout. C'est le principe du shadow ban, mais c'est rien d'officiel. Et c'est pareil, on peut moins te retrouver facilement si on tape... Il y a une histoire où tu t'es moins référencé sur Google et tout. Parce que tu parles de sexualité. Ouais. Donc c'est le principe d'être moins représenté dans l'algorithme.
si sur Google, on t'est moins référencé parce que tu parles de sexualité. Oui, bah, Google, je sais pas, en vrai, mais YouTube et Instagram, maintenant TikTok aussi, s'il y a des mots qui sont vraiment liés à la sexualité et qui sont détectés par l'algorithme, par tous les robots de détection de ce que tu dis et tout, et ben forcément, tu vas être moins bien référencé, tu vas faire beaucoup moins de vues, ou carrément, on va te mettre ton contenu restreint, donc ils appellent ça rétrogradé, ça veut dire que tes abonnés ils peuvent le voir, mais s'ils vont chercher sur ton profil et tout, mais en vrai, quand ils défilent dans leur feed, tu passes pas. Et ça raconte quoi selon toi, ça, cette espèce de... Un côté un peu puritain, de genre on veut protéger nos annonceurs et tout, on a plein de marques qui veulent pas être associées à du contenu lié à la sexualité, parce que ils veulent pas être associés à du porno, principalement. Ils savent pas faire la part des choses entre un contenu qui parle de sexualité de façon saine et tout public, et un contenu pornographique, une cam girl qui serait vraiment explicite dans ses contenus. Donc moi, quand j'explique ce que je fais, justement, les gens se disent « Ah ben non, en fait, tu fais pas du travail du sexe, c'est pas moi qui me mets en scène pour exciter quelqu'un, c'est vraiment pour en parler avec un petit peu de recul, pas forcément en m'engageant tout le temps moi-même, même si je peux témoigner sur certaines choses, mais c'est pas moi l'important ici, c'est vraiment plus le contenu et la sexualité presque comme un sujet de société des fois. Et tu dis que tu fais de l'éducation sexe positive. Ouais, bah dans le sens où le côté sexe positif, c'est un mouvement même du féminisme et tout. Ça vient de l'Angleterre, non, à la base, hein? Oui, je crois. À la base, c'était là-bas que ça avait commencé. Mais maintenant, ce qu'on entend globalement sous le terme sexe positif, c'est le fait de voir la sexualité comme quelque chose qui va t'apporter un épanouissement dans ta vie, comme quelque chose qui peut être joyeux, qui peut être enthousiaste, et pas comme quelque chose qui serait trop sacré, ou alors trop sale, dark, voilà. Donc c'est un peu remettre la sexualité vers un pan positif de nos vies et en faire quelque chose qui est épanouissant. Okay. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Ouais, ok. Bah, y a beaucoup de courants là-dessus, hein. On en parlait avec une autre invitée qui, elle, fait des événements sex positifs. Oui. Où les personnes, du coup, se rencontrent sur un sujet. Ah ben ça, sur la scène berlinoise aussi, les événements sex positifs, c'est encore autre chose, où là, c'est vraiment le fait d'ouvrir la sexualité aussi à des autres pratiques. Et du coup, c'est peut-être un pan de la définition qui est un peu différent. Mais moi, des fois, je dis même sexualité joyeuse ou sexualité enthousiaste pour définir ça, pour dire, voilà, c'est ça que je veux insuffler aux gens quand j'en parle. Tout en parlant aussi des vrais sujets qui, parfois, avec la sexualité... ah oui. Il peut y avoir aussi... il y a aussi du négatif. Et ça, on en parle aussi, d'où l'importance de rappeler toutes les règles autour du consentement, de rappeler que oui, les violences sexuelles, ça existe aussi, les violences obstétricales et gynécologiques, ça, tous ces trucs-là, c'est des choses que j'aime aborder, que je trouve importantes. Pareil, les IST, MST, faire de la prévention, parler de préservatifs, même si c'est chiant, même si c'est pas le truc le plus fun de la sexualité, il faut en parler aussi. Après, bon, moi, je parle aussi beaucoup de jouets, du coup. Il y a moins de risques de violence, il y a moins de risques d'IST, même s'il y en a aussi. Mais le côté sexe positif sert de prévention aussi par rapport à tout ça. Ça permet aussi de démanteler un petit peu amont des violences qui pourraient arriver. Et du coup, tu dis que t'es pas devant la caméra en train de tester les toys et tout, tu te mets pas en scène. Je fais pas de démo. Mais t'es testeuse de sex toys. Oui. Donc t'en as testé, je sais pas, tu disais que t'en avais je sais pas combien chez toi. Je dirais autour de 500, mais en vrai je les ai pas comptés depuis un moment. Il y a un moment j'avais compté, mais il y a des années et des années, j'étais déjà à 300. Donc là, vu tout ce que je reçois tous les mois, tous les ans, j'estime à 500. Mais c'est comment chez toi, genre vraiment, genre t'as un dressing de toys? Oui, enfin j'ai une pièce dédiée, donc c'est mon bureau, c'est là où je travaille, parce que je travaille à domicile. Et du coup, j'ai vraiment des immenses vitrines qui sont remplies de jouets, mais je peine à les ranger parce qu'ils sont les uns sur les autres et tout. Si je gardais les boîtes, ce serait impossible, par exemple. Donc non, je les laisse vraiment entreposées dans les vitrines et tout. J'ai des étagères aussi sur d'autres côtés, mais en gros, il y en a sur tous les murs. Mais j'essaye d'optimiser mes rangements, mais c'est compliqué. Donc c'est une pièce dédiée à ça. Ouais. Ok. Et donc une fois que tu les as testés, bon, après tu peux les tester encore et encore, mais tu vas en tester des nouveaux. S'ils sont bien, oui. Voilà. T'en testes des nouveaux.
Et après, tu fais un feedback, tu fais un petit retour sur tes réseaux. Oui, en gros, c'est ça. Moi, je vais les tester dans ma vie intime, que ce soit avec mon partenaire ou alors toute seule. Et puis après, je vais dire ce que j'en pense devant la caméra, soit pour Instagram, soit pour YouTube. Et je vais en gros dire ce que j'ai trouvé efficace ou pas, ce que j'ai pensé du revêtement en silicone, si les modes de vibration sont bien ou pas, si les moteurs sont performants, tous ces petits détails-là. Et je vais essayer comment on dit déjà j'essaye d'extrapoler sur à qui ça va plaire aussi. C'est ça. En fait, du coup, ce qui est intéressant, parce que je sais ce qui me plaît à moi. C'est ça. Mais c'est très je suis pas tout le monde aussi. Comment tu fais pour qu'une personne qui soit derrière son écran se sente touchée ou visée en disant ça peut être un toy qui peut me correspondre, sachant qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas encore assez, c'est ça, qui sont pas encore assez explorés, qui l'osent pas par rapport à leur contexte de vie, oui, c'est dur, quoi que ce soit, et qui du coup disent ok, elle me montre toute cette panoplie de toys, je sais que ça existe, maintenant tout le monde sait que les toys ça existe, mais par où commencer, c'est quoi mon DEL et mon anatomie, elle est comment, parce qu'on a tous des anatomies différentes. Oui, ça il y a des vidéos qui en parlent de comment savoir si ton clitoris est très sensible ou peu sensible. Par exemple, il y a des petites techniques. Si tu touches d'une certaine façon, si ça te fait tel type de sensation ou tel autre, si tel type de caresse va être insupportable très vite, c'est peut-être que ton clito il est sensible. Et du coup, on va te conseiller un sextoy qui a des vibrations plutôt lentes, plutôt faibles, qui vont moins agresser ton clitoris et qui vont te faire avoir des sensations vachement plus intéressantes que quelque chose qui est un peu plus bourrin. Ok, donc pour une personne qui débute, potentiellement au début on démarre sur quelque chose de plus soft. À mon avis, il vaut mieux déjà s'explorer avec ses propres doigts, avec ses mains, et du coup après se dire là j'ai pas l'impression que je suis très sensible au niveau de mon clitoris, il va me falloir un jouet qui a des vibrations quand même fortes. Okay. Ou alors on peut se tourner vers un jouet qui est relativement polyvalent, il y en a aussi, donc des jouets qui ont des modes très très bas. Les premiers modes de vibration, ils sont très très sourds. Et puis après, tu peux monter en intensité et avoir quelque chose de très fort à la fin. Donc, dans ces cas-là, tu peux explorer avec un seul jouet. Ok. Oui. Toi, tu as développé tes toys. Oui. Est-ce que tu as justement, ça répond à différentes intensités, différents types de sensibilité? Ceux que j'ai fait, là, ils ont 10 modes différents. Donc, il y a déjà de quoi faire. Et en plus, il y a différentes saccades. Donc là, c'est le fait d'explorer aussi différents rythmes qui vont donner différents types de plaisir. Il y a des gens qui aiment bien quand ça fait une saccade très rapide. Et il y a des autres qui aiment bien avoir plus de pause, en fait. Ça fait comme un petit effet de surprise. Ton corps a le temps de s'habituer à ce qu'il n'y ait plus de vibration et d'un coup ça revient et on alterne comme ça, donc ça donne des sensations limite plus fortes que quand c'est en continu. Là il y a un de tes toys là qui m'a un petit peu attrapé le regard là tout à l'heure. Yes. C'est celui-là parce que j'arrivais pas trop à comprendre. Là j'ai un toys dans les mains qui a une boule sur le côté à gauche et sur la droite on a un petit... c'est la banane. Une petite banane incurvée, mais qui est vraiment toute petite, genre 3 cm. Et on a l'habitude de voir des toys... Pardon. On a l'habitude de boire des toys, mon Dieu. Il faut que je boive. On a l'habitude de voir des toys avec des grabbites, en gros, par exemple, des gros braquemars, comme il y a une pote qui appelle ça comme ça. C'est l'influence phallique aussi. C'est que souvent, on a des sextoys qui ressemblent à des sexes masculins. Ouais. Parce qu'on se dit, vu que c'est fait comme ça dans la nature, pour s'emboîter comme ça entre un homme et une femme, cis, on va faire des sextoys comme ça. En vrai, c'est pas ce qui donne le plus de plaisir à des vagins et des clitoris. Il y a des femmes, elles se rendent compte que finalement, c'est pas forcément ça. Mais dans l'inconscient collectif, on associe le plaisir à une pénétration de 10-15 cm. Ouais. Non, c'est en le vrai... porno aussi, hein. Oui. Mais les mecs en sont victimes aussi, hein. Oui. Puis il y a une escalade du toujours plus aussi, des trucs de toujours plus gros, toujours plus grand et tout. Alors que c'est pas forcément ça qui donne du plaisir. Il y a des gens qui kiffent ça, hein, parce qu'il y a une sensation de dilatation qui est intéressante. Oui. Que ce soit en tout à fait. Oui. En vaginal ou en anal d'ailleurs. Mais en vrai, il y a plein de gens aussi qui kiffent avoir des jouets qui sont petits. Déjà parce que psychologiquement, c'est moins impressionnant. Quand on est jeune et tout.
en vrai, on n'a pas envie d'un gros sextoy pour faire ses premières expériences. Donc un truc qui a ce genre de gabarit, et ben c'est moins impressionnant, c'est moins intimidant, on a plus envie de se faire des caresses avec, de faire quelque chose de doux. En plus, celui-là, il a une double densité, donc en fait, il a une texture un peu moelleuse. Ouais. Donc quand tu appuies dessus, tu sens qu'il y a une deuxième couche à l'intérieur et qui va du coup un petit peu atténuer les chocs, qui va avoir cet effet doux, un effet qui se rapproche aussi du corps humain, de la texture de la chair et tout. Donc je le trouve super bien pour ça, et aussi parce que ça stimule du coup juste le vagin à l'entrée, donc dans les premiers centimètres. La petite banane, c'est pour l'entrée du vagin. Il s'appelle Banana Bang Bang, donc voilà, il va faire bang bang à l'entrée du vagin. Trop bien. Et aussi sur le clitoris avec une boule comme classiquement sur les Magic Wand qui ont une tête ronde comme ça. Alors Magic Wand, tu peux essayer de dire ce que là... Ouais, alors Magic Wand, c'est donc la baguette magique en français. Grosse baguette quand même. La grosse baguette, et c'est un sextoy un peu... ancestral, parce que depuis les années 80, on en voit dans les magazines La Redoute et tout, ils les vendaient pour se masser le cou, tout ça. À la base, c'était ça, non? Bah, je sais pas si c'est l'œuf ou la poule, tu vois. Ouais, ok. Soit c'était à la base pour une session sexuelle et ils le vendaient de manière détournée, soit c'était un truc pour le coup et il y a une utilisation qui a été détournée, mais je sais pas. Et du coup, ça a une forme vraiment très longue avec un très très grand manche et une tête ronde qui va servir à faire des massages du coup de toute la zone de la vulve, parce que c'est très large. En général, c'est des trucs très gros, même si maintenant sur le marché actuel, tu peux en trouver des modèles vachement plus compacts, de petits, oui, ou alors des tailles moyennes quoi, mais qui tiennent facilement dans la main et qui sont un peu plus maniables quand même. Avant, il y en avait qui se branchaient sur le secteur. Donc tu mettais la prise dans le mur, t'avais le câble avec toi. C'était pas pratique. Ah oui, j'avoue, là tu dois rester collé au mur quoi. Ouais, bah, souvent t'avais des wands comme ça avec des fois 3 mètres de câble hein. Ouais. Mais bon, rallonge ouais, voilà. jusqu'au lit. Okay. Mais c'était très dangereux surtout parce que t'as du courant électrique très fort à l'intérieur, donc il suffit que t'aies un composant qui ait un petit bug, un court-circuit et le truc qui prend feu. Ok. Et il y a eu beaucoup de rappels produits sur des Magic Wands sur secteur qui étaient très dangereux, qui causaient des accidents au lit. Ok, bon. C'est très bien qu'il y en ait normalement, de moins en ça c'est derrière nous. Oui. Si tout se passe bien. Je crois qu'il en existe encore, mais tu les trouves dans des boutiques, du genre les vieux sex shops un peu glauques et tout, tu vois. Ouais, je vois très bien. Enfin, je vois très les bien. Boutiques sérieuses, elles vont pas te vendre des trucs dangereux de toute façon. Ok, donc du coup là tu parles du Magic Wand et puis par exemple de celui-là où en fait donc ton Toys Banana Bang Bang qui du coup stimule l'extérieur de l'intérieur du vagin, ça veut rien dire, mais l'entrée du vagin juste, ou du coup toute la vulve entière à l'extérieur avec le clitoris. Du coup, qu'est-ce que ça explique? Ça montre quoi ça? Ça montre déjà que la double stimulation c'est efficace, parce que en vrai, ça va entourer tout ton clitoris, autant sur sa partie visible, donc le gland du clitoris qui est au-dessus de l'entrée du vagin, et la partie immergé, pardon. Émergé. Non. Oui, aussi. Mais du coup, tu vas stimuler aussi les bulbes et les racines du clitoris qui sont à l'intérieur du corps par le biais de l'entrée du vagin et donc d'une pénétration interne, mais très peu profonde. Et c'est là que tout se joue et que tu peux avoir des sensations assez extraordinaires parce que ton clitoris, il est stimulé de tous les côtés, quoi. Est-ce que tu peux nous refaire, enfin pas nous faire, mais nous faire une petite explication rapide du coup du clitoris, donc avec la partie immergée de l'iceberg. Oui, toutes les parties. Voilà, toutes les parties, qui fait que du coup il y a un peu tout qui peut être stimulable quoi. Pour les gens qui ont l'image, on a une petite peluche qui est trop choupie et qui montre bien en fait l'anatomie du coup du clitoris dans sa globalité. Caché et pas caché. Voilà. Et donc en fait toute la partie en dessous du gland, donc le gland il est un peu courbé et nous on voit que la pointe. Donc qui ressort à l'extérieur et par-dessus il y a un petit peu le capuchon. Mais en dessous il est courbé, on appelle ça même le genou du clitoris. Ok. Voilà. Et toute cette partie-là, elle procure du plaisir. Oui, après, toi, tu vas voir vraiment que le bout, quoi. Ça fait un petit bouton qui apparaît au niveau de la jonction des lèvres et du coup en dessous du capuchon. Après, il y a des personnes qui ont... Il y a des
des vulves oui, il est plus ou moins genou, découvert. Il sort aussi un peu, non ? Il est plus ou moins découvert. Il y a des gens qui ont un capuchon qui le recouvre totalement. Il y a des gens qui vont avoir un capuchon, au contraire, qui peut se relever complètement et découvrir le clitoris beaucoup plus loin. Le clitoris peut même avoir différentes tailles. Il y a des gens pour qui c'est l'équivalent même d'un petit pénis, hein. Ouais. Bah ouais, c'est la même, ça vient de la même. Oui, au niveau embryonnaire, c'est totalement lié d'ailleurs au pénis, et on a, comme sur un pénis, sur un clitoris, des corps caverneux et des corps spongieux. Du coup, là, c'est dans les racines et les bulbes du clitoris qui se prolongent autour de l'urètre et de l'entrée du vagin, du conduit vaginal. Ok, donc ce serait plutôt ici l'entrée du vagin. Voilà, le vagin, il passe au milieu des 2 bulbes et des 2 racines du clitoris. Ok. Voilà. Pour ceux qui voient pas l'image, du coup. Vous pouvez venir sur YouTube de Passage Désir, évidemment. Oui. Mais est-ce que tu as des comptes en tête où on voit bien l'anatomie des personnes qui... Ouais, moi, des fois, j'en mets sur mon compte. Ouais. Là, dans mon livre qui va sortir bientôt, il y a toute une anatomie du plaisir, et du coup, il y a le clitoris aussi. Après, c'est possible aussi de voir ça, j'imagine, sur le compte d'Orgasme et moi, sur le compte de WeQ, de Macha s'explique. Il y en a plein, des comptes qui partagent de la pédagogie là-dessus, et c'est bien d'aller voir au moins une fois à quoi ça ressemble en entier. Trop bien. Et toi, dans ta vie perso, dans ton couple, est-ce que ça a eu un impact négatif ou au contraire positif, le fait que tu sois aussi éduquée sur les sextoys, que t'en testes autant, que ça rentre vraiment dans ton intimité? Ça a eu quoi comme impact? Eh déjà, c'est impressionnant pour des nouveaux partenaires. Du genre, quand je leur explique ce que je fais dans la vie, déjà, ils font... de sextoy. Waouh, ok. Ouais. Ils savent pas à quoi s'attendre, en fait, parce que ils se disent, waouh, ça va être une gourou du cul ou quoi. Mais, ouais. Bah oui, ils ont des attentes, du coup... Mais c'est cool, gourou du cul. Mais oui, mais après, moi, je dois être quoi au lit? Enfin, ça me met des... donc ils se disent que tu connais tout et que t'es une ultra performeuse et tout. Alors qu'en fait, non, tu vois, c'est totalement possible de connaître plein de choses en théorie, et de faire une sexualité aussi très pépère dans sa vie perso. Et du coup, c'est un peu compliqué au début à appréhender pour mes nouveaux partenaires. Après, quand j'ai été dans des relations longues et tout, il n'y avait pas de soucis. Au contraire, je les impliquais un petit peu, parce que des fois, je reçois des jouets qui sont destinés à des pénis, que je peux pas tester moi-même directement. Du coup, je les testais avec eux, ou alors je les laissais tester, et eux, ils me faisaient leur retour pour que je puisse faire mes contenus sur Insta et sur YouTube derrière. Ok. Donc ils étaient un peu mes cobayes. Trop bien. Et t'arrivais à installer du coup ces toys pour vulve ou pour pénis dans vos rapports sexuels, dans votre intimité? Après, moi j'ai toujours bien aimé utiliser des sextoys en couple. Je trouve ça vachement bénéfique pour casser la routine, pour avoir des nouvelles sensations, des fois pour jouir ensemble et tu vois, un peu lutter contre ce qu'on appelle l'orgasm gap, tu vois. C'est quoi? C'est le fait de pas être vraiment à égalité dans le plaisir et dans l'accès à l'orgasme, dans le sens où un mec, il va pouvoir jouir à chaque fois et relativement rapidement, alors que la meuf, elle va souvent rester sur sa faim, elle va pas arriver à atteindre l'orgasme, elle va avoir besoin de plus de temps. Et en vrai, si tu utilises un petit sextoy, un petit vibro en même temps que la pénétration, ou même lors de sexe non pénétratif, tu peux peut-être avoir un truc un petit peu plus égalitaire, dans le sens où tu vas pouvoir jouir à deux plus facilement, parce que la meuf, elle aura des stimulations qui lui font vraiment un plaisir efficace. Pour atteindre l'orgasme, si c'est encore une fois le désir de ce couple-là. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui ont peur d'être remplacés par ces toys-là, justement? Ça me saoule, parce que il y a beaucoup d'ego dedans. C'est genre, je veux que le plaisir, il vienne de moi, absolument. De mon membre, qui m'a été donné par quelqu'un d'autre. C'est moi qui te donne du plaisir, sinon t'en auras pas. Et je trouve ça tellement peu bienveillant. Enfin, c'est l'opposé pour moi de l'amour, parce que t'es censé aimer quelqu'un et du coup te délecter du fait qu'il va prendre du plaisir, peu importe la source. Tout à fait. Donc pour moi, les mecs, si vous aimez vos meufs, vraiment, dites-leur de jouir avec des sextoys si elles jouissent avec des sextoys. Si elles jouissent que avec des sextoys, c'est comme ça. Écoute, son corps fonctionne de cette manière et c'est tout. Et en aucun cas ça va te remplacer, parce que vraiment, si tu te compares à un bout de plastique, je suis désolée, mais t'as une mauvaise estime de toi et c'est toi qui dois faire ton travail psychologique. Mais non, c'est pas un être humain. Il va pas donner des câlins, des bisous. Il va pas prendre ta copine dans les bras après le sexe. Donc non, ça ne remplacera jamais un être humain. Ça remplacera jamais la connexion profonde, intime, émotionnelle qu'il peut y avoir dans un couple. Donc
non, il n'y a aucun risque. Même si il est plus performant, c'est vrai, que des doigts, une langue ou un pénis, pour autant, il remplace jamais. Pour certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui, pour être excitées, pour qui les sextoys peuvent ne pas du tout exciter, ils ont besoin que de doigts ou de langue, ça dépend des personnes. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a des jours aussi, quand même qui est... oui, d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, on peut préférer soit le sextoy, soit les mains de quelqu'un. Et il n'y a aucun souci avec ça. C'est différents moods, c'est des sensations qui n'ont rien à voir. Moi, je dis souvent, c'est incommensurable, dans le sens où ça ne peut pas être comparé. Ouais. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste différent. C'est comme si quelqu'un disait, si tu bouffes que de la pizza, tu vas arrêter de bouffer des burgers. Bah, les deux sont des gros plaisirs, en fait, très différents, quoi. Grave. C'est juste complémentaire. Oui, et ça peut aider aussi des personnes à s'explorer aussi autrement qu'avec juste de la pénétration rapide, hein, parce qu'on peut être très lavé du cerveau, il faut tout de suite il y a les préliminaires et ensuite il y a la pénétration, alors qu'en fait une comparaison avec la bouffe encore, c'est le menu entrée plat dessert, préliminaire, pénétration, éjaculation. Non, en vrai, il peut y avoir tous les menus possibles et imaginables, et du coup tu peux commencer par du sexe oral avec une éjaculation, puis après faire un peu de pénétration, et puis après qu'il y ait pas d'orgasme à la fin, c'est possible aussi, et c'est très bien quand même. Enfin, il y a de tout. Puis le sexe non pénétratif, quoi. C'est souvent source de beaucoup plus de plaisir, parce que du coup, on s'attarde sur des zones qui sont finalement plus érogènes, alors que un conduit vaginal, ça a finalement pas énormément de terminaisons nerveuses. Donc c'est pas ce qui va faire jouir, et surtout si les pénétrations et les va-et-vient sont vraiment rectilignes. Tu sais, les mecs qui font les lapins. Ouais, bah oui, très bien. T'as lu dans mes yeux, je connais, ouais. Donc, ça, typiquement, les meufs vont te dire, il allait vite, il allait fort, mais pour autant, je sentais rien. Mais parce que... Mais dans leur cerveau, il y en a, ils se disent, c'est ça la performance. Oui. Mais la performance, c'est d'y aller bang, 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 quoi. Enfin... Très sûrement l'influence du porno, parce que c'est visuel, en fait. Tout à fait. On a l'impression que ça va vite et fort, et que du coup, c'est impressionnant, tout ça. Donc, certes, pour des films, je comprends, mais en vrai, dans la vraie vie, si le but c'est les sensations, on peut faire autre chose, faire des mouvements beaucoup plus lents mais beaucoup plus amples, plutôt de gauche à droite, de bas en haut, que en profondeur, quoi. Donc il y a plein de choses à explorer, et il faut pas en rester vraiment à ce qu'on a l'habitude de voir dans la pornographie. C'est trop dommage de se limiter à ça, alors que c'est hyper riche comme univers, la sexualité. Ouais, complètement, c'est pour ça qu'on est là. Yes. Et comment t'expliques cet engouement autour des toys, parce que ça commence quand même à avoir un sacré succès, hein, de plus en plus, ça grandit. Oui. Comment t'expliques ça ? En vrai, grâce à tous les comptes sur les réseaux sociaux, les gens qui en parlent de plus en plus facilement, le fait qu'on ait fait des recherches sur le clitoris, en vrai, que le clitoris figure dans des manuels scolaires, qu'on l'ait étudié par ultrason et par échographie, et qu'on ait pu le modéliser en 3D. Enfin, c'est des choses comme ça qui font que le plaisir... Qu'on puisse faire des peluches de clitoris aussi pour comprendre. Oui. Et du coup, on a remis un peu le plaisir féminin aussi sur le devant de la scène. On a compris que c'était important, et on a enfin dit aux femmes, vas-y, tu peux y aller, tu peux prendre en main ton propre plaisir, tu peux devenir actrice de ta propre jouissance. Et du coup, maintenant, c'est devenu un petit peu plus normal, c'est démocratisé en tout cas, que s'acheter un sextoy, c'est ok. Et c'est pas que pour ceux qui ont une sexualité dévergondée, déviante, c'est pas forcément négatif. Oui, mais avant, on pensait ça. Ouais. On pensait ça, on se disait, les sextoys, c'est pour les couples, les libertins, tu vois, typiquement, les qui font des trucs extrêmes. Voilà, du hardcore. On avait du hardcore dans la tête. Des caves, et si tu veux t'approprier ça, tu vas vraiment dans une ruelle très éloignée. Ou alors c'était les prostituées, les nymphomanes, les célibataires qui ne peuvent pas avoir mieux que des jouets. Même pour les mecs, c'est encore beaucoup ça. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que là, du coup, les femmes, on commence de plus en plus à s'autoriser, du coup, à accéder à notre plaisir, à en parler, à poser nos limites, tout ça. Et donc du coup à utiliser des toys, parce que ça aussi en solo c'est super pour s'explorer, comprendre qu'est-ce qui nous fait kiffer le plus, et du coup à déculpabiliser si la pénétration n'est pas forcément le truc qu'on kiffe le plus. Il peut y avoir des toys vraiment, comme on disait, qui peut être sur l'entrée du vagin, le clito et tout. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux mecs qui eux-mêmes aussi ont envie d'explorer leur plaisir avec des toys, parce qu'en fait les mecs la plupart du temps c'est avec la main, ce qui est super, mais du coup ils ont peut-être aussi envie d'explorer d'autres plaisirs, mais ils ont des barrières, il y a des barrières possibles. Qu'est-ce que des barrières mentales, du genre oui, ça c'est pour les mecs qui peuvent pas se trouver de meufs.
Donc, si moi j'ai une meuf, pourquoi j'irais utiliser un sextoy ? En vrai, les sextoys qui sont sur le marché actuellement, ils sont tellement performants maintenant, surtout au niveau des matériaux. On a des choses qui sont vraiment très moelleuses, très douces, avec des sensations qui sont totalement différentes d'un vagin, d'un anus, d'une bouche. Il y a aussi des fonctionnalités intéressantes, des effets de succion, des vibrations, même des mécanismes qui vont faire des petites pressions le long du pénis. Et du coup, ça te permet de passer à un autre level, de découvrir des sensations que t'as pas avec ta copine, que t'as pas avec ta main. Et du coup, tu vas vraiment enrichir le panel de toutes les sensations que tu peux avoir au niveau sexuel. Donc, pourquoi pas tester ? Enfin, en vrai, moi, c'est un peu... Faut pas mourir con. Donc, teste et tu verras. Et il y en a maintenant, il y a les petits œufs, par exemple, c'est des petites gaines de masturbation. Ça vaut 8 €. Quel risque tu prends à t'en acheter un à un moment, à faire une masturbation avec, à voir si t'aimes ou pas ? Je pense qu'il y en a qui sont encore, ils se disent, on est un gros dégueu. En fait, ils s'imaginent être des gros dégueux derrière l'ordinateur à se mettre une gaine sur le... Non, c'est vraiment très dommage. Hein. Après, je comprends que tu te dises, quand même, quand c'est des modèles qui valent plus de 100, 200 €, des trucs ultra perfectionnés, connectés, etc., là, oui, tu te dis, il faut vraiment vouloir investir beaucoup dans sa masturbation pour acheter ce genre de truc. Puis surtout que c'est dédié... Okay. C'est ok, mais c'est dédié souvent à se connecter avec des contenus de type camgirl et porno. Donc, c'est des gens qui, en général, sont déjà bien addicts à ça, qui en consomment très régulièrement et qui sont, en général, célibataires et qui s'épanouissent, du coup, dans les contenus virtuels. Il n'y a pas de mal à ça, mais c'est vrai que du coup c'est un gros investissement et c'est pas tout le monde qui s'y identifie. Et du coup je comprends totalement, mais il y a plein d'autres jouets en fait. Maintenant on a un marché qui a vraiment un panel de choix qui est extraordinaire. Du coup t'as des trucs pour certes ce profil que j'ai décrit, mais t'as des trucs pour un usage plus casual, tu vois, genre juste de temps en temps je vais me faire une branlette qui change un peu de mes mains. Et ça peut être une petite flashlight, une petite gaine de masturbation. Il y a aussi les trucs prostatiques. Ah bah oui, ça on en a parlé dans un autre épisode, le plaisir anal, et c'est encore... Ok, j'irai écouter parce que ça... Oui, il y a beaucoup il y a de quoi parler, c'est un sujet énorme. Donc il y a les masseurs prostatiques et tout, ça fait partie des toys aussi. T'en parles un petit peu sur tes réseaux ? Ouais. J'en parle, mais encore une fois, c'est un petit peu de seconde main, quoi, parce que moi, je peux pas tester sur moi directement, mais je rapporte des choses comme ça. Je vais aussi décrire un peu où est la prostate, quelle taille elle fait, comment elle se place dans le corps et tout, et du coup, comment la trouver, ce soit avec des doigts ou avec le stimulateur prostatique. Trop bien. Tu peux rappeler un peu à nos auditeurs et nos auditrices où on peut retrouver du coup tout ton contenu ? Oui. Tout réseau confondu. Alors, en gros, c'est Clemity Jane tout attaché, tout simplement sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, bientôt en podcast. Ça va s'appeler Aftercare. Et puis bientôt, vous pourrez aussi me retrouver en librairie. Je suis super contente parce que là, j'ai un livre qui va sortir aux éditions Marabout. Donc, c'est le guide ultime des sextoys. Et j'ai mis vraiment dedans, genre, tout ce que j'ai accumulé comme savoir depuis 8 ans de carrière là-dedans. Ok, donc c'est un dictionnaire le truc. Ouais, il fait quand même pas mal de pages, mais ça reste fun à lire. Trop avec bien. Des belles illustrations et tout. Et du coup, on peut apprendre plein de choses sur l'histoire du sextoy, l'anatomie du plaisir, mais aussi tous les types de sextoys qui existent actuellement sur le marché. Génial. Il y a plein de petits conseils à droite à gauche pour vous aider à prendre plus de plaisir. Ok, trop bien. Merci Clémence. Merci à toi, c'était un plaisir, c'était trop cool. Plaisir partagé et hyper intéressant. Trop bien, je vais repartir avec ça tranquillou. Le petit banana bang. Tu m'en diras des nouvelles. Oui. J'ai jamais essayé ce style en plus, donc c'est intéressant. Et merci à tous, merci à toutes d'être là encore sur Pédagogie, à nous suivre. C'est animé par moi-même, Malou Monroe, et c'est conçu et produit par Passage du Désir. C'est l'enseigne dédiée au développement durable du couple. Et vous pouvez retrouver Passage du Désir en boutique, un peu partout en France, mais aussi sur internet. Et puis il y a l'Insta Passage du Désir aussi, où vous pouvez retrouver, et le YouTube où ce podcast est diffusé en vidéo. Vous pouvez nous voir du coup discuter avec Clémence. Donc vous tapez Passage du Désir sur YouTube et vous retrouvez ce podcast filmé. Et puis n'hésitez pas du coup à commenter et puis à nous donner d'autres idées pour les épisodes. Voilà. Merci beaucoup et à très vite. Merci, bye bye. Merci Clémence.